Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session qui va durer 1 heure au lieu de 1h30. Donc, je vais demander déjà l'indulgence des uns et des autres par rapport au temps de prise de parole. Quand on essaye de faire un balayage, une analyse des politiques, des lois et des règlements de nos pays, on se rend compte que la plupart ont pris des engagements en faveur des femmes, du développement socio-économique et à travers l'adoption de plusieurs textes, la prise de plusieurs engagements au niveau international. Et au niveau politique, on a des ministères chargés du genre, etc., etc. Mais dans la réalité, quelle est la situation globale de la femme dans nos pays? Je vais citer 4 qualificatifs: iniquité, injustice, marginalisation et stigmatisation. On peut bien sûr allonger la liste. Quand on revient un peu dans le secteur extractif, on se rend compte que l'impact de l'activité industrielle et artisanale sur la femme est très important. Les femmes profitent peu des ressources naturelles d'une manière générale. Elles sont victimes et subissent difficultés d'accès aux emplois, difficultés d'accès au marché de la fourniture des biens et services, difficultés d'accès aux informations même sur le secteur. Elles ne font pas partie des instances de décision. Bref, les femmes sont exclues en grande majorité de la gouvernance du secteur extractif. Le dérèglement climatique que nous vivons ces derniers temps vient encore aggraver la situation de la femme, qu'elle soit rurale ou urbaine. Hier, liées bien sûr à l'exploitation de ces ressources et comment elles peuvent mieux profiter de la transition énergétique pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Quatre personnes pour en parler. Madame Lucie Cabré, elle est du Burkina. Elle est la présidente de l'Association des femmes du secteur minier du Burkina. C'est en quelque sorte Women in Mining Burkina. J'ai à ma droite Madame Aïda Diop. Elle est la présidente de Women in Mining Sénégal. Madame Aïcha Bari, à ma gauche. Bon, je ne parlerai pas d'extrême gauche, mais à ma gauche. De publier ce que vous payez Guinée. La Guinée met en œuvre un projet de publier ce que vous payez, soutenu par le public ce que vous payez international. Elle va en parler. Et à ma droite, Fatima Membe. Elle a été très bien présentée hier, mais je rappelle qu'elle est la présidente de publier ce que vous payez Mozambique et la présidente du comité de pilotage Afrique de publier ce que vous payez. Ma première question à Madame Cabré, Lucie, de AFEMIB au Burkina. Comment les femmes du Burkina vivent ces injustices liées à l'exploitation des ressources naturelles et comment justement, quelles sont les activités et les initiatives prises par AFEMIB pour vraiment que les femmes puissent surmonter ces inégalités. Madame, vous avez 5 minutes, top chrono. OK. Merci.
Bonjour tout le monde. Bonjour Élie, merci. 5 minutes, c'est trop peu. Hein? D'accord, on va essayer. Sinon, l'Association des femmes du secteur minier du Burkina, c'est une association qui regroupe des femmes qui travaillent dans le secteur minier, industriel, artisanal, des femmes qui fournissent les biens et services miniers. Et nous avons également des étudiantes. Donc, l'objectif global de la structure, c'est de contribuer à accroître la promotion des droits des femmes par le biais des formations, des renforcements des capacités pour que les femmes puissent avoir une place de choix. OK, excusez. Voilà, donc c'est contribuer à accroître la promotion des droits des femmes et des jeunes dans le secteur minier burkinabé. Donc, pour répondre à la question, ce que nous faisons comme activité, c'est vraiment le renforcement des capacités opérationnelles de ces femmes. Et nous menons également des projets de renforcement de l'autonomisation économique. Parce que, comme il vient de le dire, les femmes sont plus impactées par l'activité minière, qu'elle soit au niveau des communautés rurales ou bien des communautés urbaines. Elles ressentent plus les effets négatifs de l'exploitation minière. Donc, à ce titre, ce que la FEMIP fait, nous accompagnons les femmes des communautés minières impactées à travers des sensibilisations sur les défis et de la problématique de l'orpaillage, par exemple, et la santé, l'hygiène, la sécurité et l'éducation, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent les classes pour suivre leur maman sur les sites miniers artisanaux. Et nous avons également des sensibilisations à l'endroit de l'environnement, parce que celles qui sont sur les sites, elles sont obligées de détruire l'environnement pour pouvoir mener à bien leur activité artisanale. Et concernant les femmes qui sont dans les mines industrielles, ce que nous faisons, c'est de plaider pour qu'elles puissent monter, avoir des promotions et pour être promues à des postes de responsabilité afin de pouvoir donner leur voix pour que celles qui sont dans le secteur là puissent tirer profit. Donc, voilà en gros ce que la FEMIP fait. Et quand je parle de résilience économique des femmes, nous avons des projets que nous réalisons avec l'aide de certains bailleurs de fonds. Et à ce jour, nous avons mené au moins 5 ou 6 projets d'autonomisation des femmes et dans certains milieux artisanaux. Et nous avons, à titre d'exemple, un projet dans une des communes minières. Nous avons pu amener les femmes à diversifier leurs sources de revenus. Donc, on a pu avoir des terrains, des espaces que nous avons aménagés et avec le système d'irrigation goutte à goutte pour permettre aux femmes de faire de la maraîchère-culture. Il y a d'autres femmes qui font l'élevage et tout. Avec l'appui des institutions financières, nous mettons en place des fonds de garantie pour faciliter l'accès au crédit, parce que là aussi, c'est un souci pour les femmes. Elles n'ont pas accès au crédit. Donc, tant qu'elles ne passent pas soit par des groupements ou bien par d'autres institutions qui se portent garantes, elles ne peuvent pas avoir accès au financement. Donc, voilà ce que nous faisons. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un autre projet pour former les femmes, 500 femmes, dans 10 sites miniers artisanaux. Nous sommes en train de recruter le formateur. L'idée, c'est quoi? Le formateur ira dans ces localités, il va parler avec les femmes, demander ce qu'elles veulent exactement. Donc, elles vont identifier leurs besoins spécifiques et à l'issue de ça, maintenant, des formations adéquates seront dispensées pour les femmes. Et la suite du projet, ça sera d'autonomiser ces femmes avec des kits pour leur permettre d'accroître leurs sources de revenus. Et dans le cadre de l'industrie extractive, nous participons également avec un plaidoyer que nous avons lancé depuis 2018 pour demander à ce que 30% du Fonds minier de développement local soit affecté aux activités
vont être menées par des femmes dans les communes minières. À ce titre, nous avons commencé une initiative il y a 1 mois où nous devons former 30 femmes dans chacune de 5 communes minières pour les préparer à identifier leurs besoins et produire des plans d'action qui seront pris en compte dans les PCD. Parce que la plupart des PCD au Burkina sont expirés. On est dans le processus du renouvellement de ces PCD, alors que le Fonds minier de développement local ne finance que les activités qui sont inscrites dans les PCD. Donc, nous anticipons déjà. Plan communautaire de développement, le PCD. Donc, toutes les activités qui sont inscrites dans les PCD là seront réalisées, alors que les femmes n'ont pas accès aux décisions et n'ont pas accès à ces échanges communautaires. Donc, nous essayons de les amener à prendre part. Donc, ce projet en question va amener 5 femmes de 5 communes et 30 femmes par commune. Et ça va couvrir 5 communes. Donc, elles vont produire des plans d'action que nous allons déposer dans les mairies concernant. Et lors des révisions des PCD, ils pourront inscrire les activités de ces femmes-là au niveau du plan communautaire de développement. Donc, en plus, c'est fini. Merci, Madame Cabré. On aura peut-être le temps de revenir. Je résume la FEMIB fait du renforcement des capacités. Elle aide les femmes aussi sur le plan de l'autonomisation et fait de l'accompagnement aussi des femmes pour influencer les politiques de développement au niveau local. Et je me tourne maintenant vers vous, Madame Aïda Diop, de Women Mining Sénégal. Et je vous pose la même question. Comment, au niveau de votre organisation, vous travaillez à faire profiter les femmes au niveau rural et bien sûr urbain, et comment vous les aidez à surmonter justement ces impacts et ces difficultés liées à la transition énergétique? 5 minutes. Merci beaucoup, Elie, et bonjour à tout le monde. Donc, avant de répondre à la question comment on fait pour accompagner ces femmes, il est important de savoir de quelles femmes est-ce qu'il s'agit, de quelle injustice est-ce qu'elles subissent et pour pouvoir adresser, par exemple, ces injustices. Donc, il s'agit aujourd'hui de plusieurs catégories de femmes, que ce soit les femmes qui sont employées dans les entreprises, même si elles sont supposées être bien rémunérées, elles vivent des conditions de travail qui sont difficiles. Des fois, on voit, par exemple, qu'elles sont victimes de licenciements abusifs pour la simple et bonne raison de leur féminité, les congés de maternité, par exemple, faisant des fois problème, entre autres discriminations qu'elles vivent dans les entreprises. Les femmes qui sont entrepreneurs dans le secteur, qui font de la prestation de services, qui n'ont pas accès aux opportunités du contenu local de manière générale, que ce soit le secteur minier, que ce soit le secteur énergétique en général, elles ont plusieurs difficultés qui freinent le développement de leur activité génératrice de revenus. Mais et surtout les femmes qui sont au niveau des communautés. Ces femmes qui vivent au niveau des terroirs, soit miniers, soit pétro-gaziers, avec aussi cette nouvelle donne de la transition énergétique. Pour dire qu'aujourd'hui, je vais essayer juste de me mettre à la place de 3 femmes communautaires pour montrer qu'elles sont triplement aujourd'hui victimes et subissent les externalités négatives de ce secteur. D'une part, une femme qui, dans une communauté impactée par les opérations, quand elle te dit que moi, je ne peux pas aller au niveau, par exemple, des instances de décision. Je ne peux pas, par exemple, faire des activités communautaires sans pour autant avoir la liberté de m'y rendre toute seule, sans pour autant être accompagnée par un homme. Quand elle te dit que je n'ai pas, par exemple, accès à la terre parce que j'ai une race spécifique, j'ai une ethnie spécifique, pour dire que, par exemple, elles subissent des inégalités de genre. Qui font que ça freine aussi leur développement dans leur communauté. Quand une femme te dit que moi, par exemple, en matière de compensation
j'utilise les terres de mon mari qui ne les exploite pas en faisant des activités génératrices de revenus. Et quand il y a lieu d'indemniser ou de compenser, c'est mon mari qui est indemnisé, alors que c'est moi qui perds mes activités génératrices de revenus, pour montrer aussi qu'il y a les externalités négatives du secteur qu'elles subissent. Et toujours dans ce contexte, on nous parle de changement climatique et de transition énergétique, ce qui veut dire qu'elles ne sont même pas encore préparées et elles vivent difficilement déjà cette situation. Et là, maintenant, on part dans une transition avec une incertitude. Une incertitude parce qu'elles n'ont pas toutes les compétences qu'il faut, elles n'ont pas toutes les connaissances qu'il faut, elles n'ont pas toute l'information qu'il faut. Et on sait qu'aujourd'hui, la transition énergétique, dans certains contextes, je prends l'exemple du Sénégal, implique l'utilisation soit du gaz, et si c'est par exemple le gaz, on sait que dans ces zones, les femmes ont une crainte. Et cette crainte, c'est la survie de leurs activités économiques. Parce qu'elles dépendent en général des produits halieutiques qui sont tirés dans cette ressource, par exemple, halieutique, et c'est menacé aujourd'hui avec l'activité du gaz. Donc déjà, elles vivent difficilement ce problème lié à la survie de leur activité économique. On parle de transition énergétique. Est-ce que c'est les énergies fossiles ou pas? En tout cas, ça peut nécessiter ou ça peut impliquer l'installation soit de panneaux solaires, etc. Et on sait que ces installations utilisent de l'espace. Et quel espace est-ce qu'ils utilisent? C'est les terres. C'est les terres où ces femmes faisaient leur activité agricole en général. Donc, elles perdent en général ces terres. Maintenant, elles ne sont pas préparées à la technologie aussi et elles ne savent pas quelles décisions, par exemple, se trouvent derrière l'exploitation de ces installations. Et on sait que peut-être il peut y avoir des solutions qui peuvent même rendre beaucoup plus efficace leur travail parce que la technologie a avancé. On peut faire des installations avec des systèmes qui permettent de réutiliser même l'eau pour pouvoir être utilisée dans le produit maraîcher, entre autres. Pour dire que, en fait, ces inégalités qu'elles subissent sont multiformes et par exemple, sectorielles. Et ça nécessite aujourd'hui des accompagnements pour qu'elles puissent jouir pleinement de leurs droits. Et de ce fait, nous, comme WIM Sénégal, qu'est-ce que nous faisons? C'est d'une part de la recherche, parce qu'on sait que toute action scientifique nécessite d'avoir des évidences pour pouvoir adresser la question. Et cette recherche nous permet de générer des données qui nous permettent de les sensibiliser d'une part en tant que la cible directe, mais également qui nous permettent de mener le plaidoyer auprès des décideurs pour pouvoir prendre en compte tous les aspects que Elie a bien dit en termes de faible accès aux instances de décision, en termes aussi d'ineffectivité des textes, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, le Sénégal est champion en termes d'élaboration de textes, mais en termes d'exécution, est-ce que ces textes sont effectifs? C'est là aussi où le problème fait mal. Et donc, en termes d'accès, ma sœur Lucie l'a dit, mais l'autre chose aussi, c'est le contrôle. Est-ce que les femmes contrôlent les ressources? Donc, c'est des questions qui font que ça nécessite des initiatives et elles doivent être accompagnées. Ce qui veut dire que cette transition énergétique doit être aussi juste et équitable. Juste et équitable dans la mesure où les femmes et les jeunes en général, y compris les personnes qui vivent avec des handicaps, parce qu'elles sont aussi des femmes et des hommes, puissent être tenus en compte dans les politiques et les pratiques afin que aussi leurs droits puissent être respectés et aussi qu'elles puissent être autonomisées pour pouvoir compenser leur activité et réduire les inégalités ou bien en tout cas les impacts du changement climatique par rapport à leur activité. Merci beaucoup. Elle maîtrise tellement son sujet que si on la laisse un peu jusqu'à demain matin, elle va toujours en parler. Je vais me tourner maintenant vers Madame Aïcha Bari, le public ce que vous payez Guinée. La Guinée met en œuvre le projet Social Bond, Guinée, Mali, Sénégal. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, elle a eu à faire des présentations, une analyse et une présentation sur la question de la transition énergétique. Je vais demander à Madame Bari de nous résumer en 5 minutes le contenu de cette présentation.
Je vous remercie de m'inviter à ce panel. Comme tu l'as si bien dit, on n'a pas besoin de revenir sur les impacts des industries extractives sur les femmes, mais plusieurs études ont prouvé que les femmes ont plus à perdre et moins à gagner dans les processus d'extraction minière, notamment perte de terres, perte des moyens de subsistance, manque d'infrastructures, d'emplois et surtout les violences basées sur le genre. Mais il faut reconnaître que depuis 2018, la coalition internationale Publiez ce que vous payez a pris en compte le genre dans les industries extractives et de 2018 à 2022, il y a une mise en œuvre d'un projet sur le genre et l'ITIE pour que les femmes puissent vraiment participer dans la gouvernance des industries extractives. Et ce projet a été déroulé en 2 phases. Une première phase d'étude qui a permis de connaître toutes les difficultés liées à l'accès des femmes dans les instances de l'ITIE, des instances de coalition et autres. Ensuite, la deuxième phase a permis de dérouler des projets de formation vers les femmes. Et par rapport à ça, il y a eu des activités aussi de plaidoyer, surtout en Guinée, par rapport au FODEL, dont on a attribué 20% aux femmes. Mais malheureusement, sur le terrain, on s'est rendu compte que les 20% alloués aux femmes, elles ne recevaient pas du tout, pratiquement, elles n'étaient pas informées de l'accès du fonds. Parce qu'en réalité, ce fonds, c'était un fonds revolving et elles ne savaient pas quelles sont les conditions d'accès au fonds. Donc, souvent, elles sont arnaquées, il y avait il y avait beaucoup de corruption. Et nous, on est allé sensibiliser, elles ont su comment il faut accéder au fonds. Il y en a même qui nous ont dit que par rapport aux 20%, si une femme devait avoir 20 millions, on lui propose 15 millions. Elle ne sait pas qu'au bout du compte, en 3 ans, il faut payer les 20 millions alors qu'elle n'a perçu que 15 millions. Donc, on a fait un plaidoyer dans les ministères clés, notamment des mines, ainsi de suite, du ministère des Affaires sociales, pour présenter l'étude et montrer que les 20% du FODEL qui sont en train de brandir n'atteignaient pas les femmes et les femmes aussi ont été ça. Donc, ça, c'est entre autres le projet de la première phase avec Publiez ce que vous payez international. Maintenant, depuis février 2021, il y a un deuxième projet qu'on appelle Social Bond qui est déroulé dans les 3 pays, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Ce projet a pour objectif de promouvoir la prise en compte des droits des personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes et personnes vivant avec un handicap dans les zones d'extraction minière, de renforcer la compréhension des enjeux géostratégiques liés à l'exploitation des minéraux de transition dans le contexte de la transition énergétique, analyser les perspectives et dimensions du genre de la transition énergétique dans les pays du projet, notamment en Guinée. Les activités ont été les suivantes. Il y a eu un atelier de lancement du projet où 2 ONG, dont une ONG de personnes avec handicap, ont bénéficié de fonds pour pouvoir dérouler quelques activités. Et par rapport à cela, il y a eu 2 activités d'appropriation de la transition énergétique sur les droits des femmes et les personnes vivant avec un handicap, la réalisation d'une étude portant sur la perspective des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap sur la notion de transition énergétique. Donc, ces ateliers nous ont permis de voir que pour qu'une transition juste signifie équité, inclusion et transparence dans le processus de la transition énergétique. Et que
les femmes et les personnes handicapées, les personnes vivant, je m'excuse, avec le handicap, ne doivent pas être en dehors de ce processus. Parce que les inégalités du genre dans la transition énergétique sont très récurrentes aussi, parce que les femmes, généralement, qui ont accès, qui n'ont pas déjà accès à l'énergie, si on leur dit de changer de comportement pour aller à une transition énergétique, ça va être compliqué parce que généralement, elles utilisent le bois de chauffe et entre autres, il faut donc leur faire comprendre pourquoi, c'est-à-dire il faut qu'elles soient sensibilisées à abandonner les anciennes pratiques et mettre à leur disposition d'autres alternatives. Moi, j'ai bien aimé hier d'entendre monsieur le professeur parler de biogaz, qui est très facile peut-être à adopter dans les zones où, notamment, il y a la matière de biomasse et d'autres alternatives, mais ne pas venir dire abandonner et tourner la page. Parce que j'ai l'impression que pour cette transition énergétique en Afrique, on est dans un piège, sous forme de piège, et il faut suivre la marche des autres pays développés qui sont à un certain niveau, alors que nous, on est à un stade où on ne peut pas abandonner spécifiquement et tout de suite pour se tourner vers les nouvelles énergies renouvelables et propres. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Barry. On voit que la corruption peut constituer un frein à l'accès aux ressources par les femmes. Donc, voilà encore un volet, une fenêtre qu'on ouvre dans la recherche des solutions pour régler les questions de transparence et de justice sociale. Et que la transition énergétique doit tenir compte de la situation réelle des personnes bénéficiaires et aussi tenir compte des besoins de ces personnes-là. Dernière intervenante de ce premier tour, la présidente du comité de pilotage Afrique de Publier ce que vous payez. Madame Barry l'a dit, Publier ce que vous payez appuie des coalitions dans la mise en œuvre de projets en lien avec le genre, parce que Publier ce que vous payez, c'est doté d'une politique genre. En quelques mots, quels sont les grands axes de cette politique genre et comment chaque coalition pourra utiliser cette politique comme un outil pour la prise en compte de la transition énergétique dans leur agenda? Thank you very much. Good morning, everyone. I think that the gender policy, public short paper gender policy is an important tool due to the fact that focus on the feminist perspective, putting the center of expertise in women, and we have been developing a lot of tools along the years that make sure that women participate. They are created spaces for women to be involved, engaged in decision-making process. They are consulted. They can provide their own view. So I think that tools can be used for this process that we are now facing regarding the energy transition, because the principle is that all the citizens has the right to be informed or to be aware about the consequences and the benefits of extractive industry. So regarding the energy transition, all the citizens has the right to know, to understand, to be informed on the benefits and consequences of the energy transition in that case specifically, and women in particular. And this is not only
to do with these environmental issues, but also has to do with the access to energy, access to opportunities. We know that women and men are differently impacted by extractives in terms of opportunities as employers. We know that men are more employed than women, and when they are employed, women are more in these low paid functions. When it comes to compensation, to consultation processes, women are not involved. In our case, in particular, there are cultural boundaries that prevent women to be involved. In one of the main spots of extractives, which is the north of the country, women cannot be mingled with men. When men are being consulted, women cannot say a word in there. So men are taking decisions in the name of women. So we need to find alternative places to make sure that women are heard, the positions, ideas of women are taken into account. So Publish What You Pay is helping to create such kind of alternative spaces for women. We know that along the decision-making process, there is different institutions that interact, but we don't see women ministries, for example, or agencies that have a greater engagement with women's groups are involved in this discussion. Regarding the energy transition, for example, I'm quite concerned because I don't see the public debate going on energy transition. So that raises questions related to what are the spaces that exist for women to participate in that process. So if we don't have a space for debate, open spaces for debate, how do we ensure that women are listened to spaces that we don't know that exists, that debate is ongoing or not? So we need to start as a movement, as activists, to involve women, to engage with people. We know that women will be highly impacted positively and negatively. And positively, eventually, because they will be able to access to clean technologies. For example, these solar cooking stoves, for example, but the question is at what cost? And we have to have that kind of discussions. And the question is, which spaces do we have to have such kind of discussions? So for me, using the tools that were developed regarding the extractive industry, we can adapt that for the energy transition process. So starting to engage with women group in mining sector that are there, to understand what is their view, what are the processes regarding the energy transition, but also in the government institutions to make sure that they create spaces where women can participate, even to provide, to bring their proposals in terms of alternatives, in terms of how to make that technology sustainable for them, because we know that the women has no access to resources to afford the costs that eventually will rise. But all this discussion lays in just one thing. And I wanted to make that question for our reflection, not to have the response here, but eventually in future. And my point is, at which extent our economies are conducive to women participation in the economy, because all this discussion starts from there. If women has no participation formally at the economy, we will find difficulties for them to participate even in these processes, contributing and accessing to technology in affordable ways. And also, I think that we need to start considering women as a vulnerable group. I heard there vulnerable groups and so forth. I think we are not vulnerable group. We are in vulnerable conditions. That is different. We are exposed to vulnerabilities, but we are not a vulnerable group. So we need to change that first. Secondly, we need to change the way we park women. We are part of the group of marginalized people. We have been marginalized
marginalized along the way, but we need to shift from that position. So while we change the way we see women from marginalized for vulnerable to group that is an asset that we can use to promote development, eventually we will have a different talk regarding all these economic developments, all these processes that we are facing, and we are seeing women as victims. Just to finalize, I would like to share the fact that during my travel to here, in my flight, I found a magazine, and the front page was a woman in mine, a leader, a owner of a mining. And I was reading that interview, and I found a powerful woman, and she has opinions and she has proposals on how to promote an equitable and fair transition in mining. How can we transform the mining in environmental friendly activity? So women has a say, but where they have a space to be heard. So I challenge all of us in this room, mainly we women, to create that space, to start to engage with women in mining, women that own mine business, women that are employed in mining, and the women in communities affected by mining, and start to have that conversation. How do we envisage that energy transition? What will be the impacts for us? What will be the benefits for us? How do we maximize that benefits for us? So I see the tools that we already created as a movement useful for this process. And now with this EITI standards that advanced or improved the accountability in gender, so we can use that to promote that space for dialogue. So let's not be Madame la Présidente du CPA, Public Secours Pays Afrique, CPA qui est déjà africain. Et nous sommes dans une séance de partage d'expérience et je me rappelle que la semaine qui portait sur l'installation de plaques solaires, d'énergie solaire dans une maternité, dans une zone. Vous savez que mon pays, le Burkina, subit des attaques terroristes avec des déplacements de population. Les personnes résidant dans la localité Awara, à la capitale, ont cotisé pour installer l'énergie solaire. Et l'infirmier a remercié, il a dit, vous ne comprenez pas l'importance. Parce qu'avant, nous pratiquions les accouchements la nuit avec les lampes, avec les torches de nos téléphones. Et actuellement, nous avons l'énergie pour permettre aux femmes d'accoucher en toute sérénité. Et en plus, nous avons de l'eau potable. Et avec ce que le professeur a dit hier, si ces plaques solaires, ces batteries étaient fabriquées en Afrique, on aurait encore créé plus de plus-value. Et c'est à ce titre que j'ai trouvé l'expérience très intéressante et je voulais partager. L'autre expérience, c'est l'intégration des gens, effectivement, dans les exigences ITIE. Je pense que ce sont des outils aussi que toutes les coalitions peuvent utiliser. Et comme Mme Aïcha Bari l'a dit, déjà commencer par ce que le pays l'a fait, l'analyse de la situation et dégager des activités. La campagne 30% dont Mme Lucie Cabré en a parlé, qui est devenue maintenant une campagne sous-régionale pilotée par Oxfam, est aussi une opportunité de pouvoir réserver une partie des fonds prévus dans les codes miniers pour les femmes. Je vais vous donner la parole une dernière fois, une minute chacune, pour un dernier tour de table, comme nous sommes dans les solutions, pour que vous puissiez nous dire, en termes de propositions, comment rendre la femme actrice et bénéficiaire de cette transition énergétique. Une minute. Donc, je vais recommencer par Madame la Présidente. Comment on peut rendre la femme actrice de cette transition énergétique ou bien même bénéficiaire?
Vous avez déjà commencé à aborder un aspect. Je vous laisse le temps de terminer. Bon. Okay. The benefits, we see some benefits from the energy transition. For example, the change in the way the using of fuel woods for cooking for these clean energies. But as I said, the constraint may be the costs of that. So for me, women can be active or important actor, creating space among themselves to discuss how do they see the impact on them. We have parliamentarians, women parliamentarians. In which extent are they involved in that debate? We have the ministries led by women, for example, the women ministries. In which extent are they participating in that process? If they are not yet, it's our duty to make them involved in that, participating, engaging them, pushing them to participate in that, not waiting someone to give them a seat, but to reivindicate that seat and say, listen, we want to participate, we have a say, we have concerns, specific concerns. So I think that from this movement here, we should move from what we used to say, extracting equitably or equally, to transitioning equally. So eventually I'm bringing that for our agenda. Let's start promoting a transitioning equally now. We are moving to this. So how do we do that? So let's see and reform our tools that we already have in order to promote that equal transitioning process involving putting women in center, because we will be the main affected. While our husbands will lose our jobs in the minings, that will impact on us. While our land will be took for different activities, that will impact on us. Even the development of these new sources of energy will impact in different ways on women. Thank you. Merci beaucoup. Madame Aïda. Merci beaucoup. Moi, je pense que la transition énergétique devrait être plus une opportunité pour les femmes de manière générale que des risques. Et on sait qu'avec le développement de la technologie, cette opportunité peut être saisie par les femmes, mais ça nécessite un accompagnement. Un accompagnement par les politiques, mais un accompagnement aussi par toutes les parties prenantes, surtout par exemple les bailleurs de fonds. Les financements verts doivent servir à autonomiser les femmes. Parce que si les femmes ne sont pas autonomisées, on va continuer à être, comme elle l'a dit, des victimes. La victimisation n'a jamais payé et on sera toujours là à dire que les femmes sont vulnérables alors que des solutions durables et pérennes peuvent être prises. De ce fait, la transition énergétique doit être repensée. On doit repenser cette transition afin que toutes les voix puissent être prises en compte, y compris la voix des femmes et des jeunes. Parce que tout à l'heure, je parlais des impacts même des changements climatiques. On parle de femmes, mais dans femmes en général, on pense aussi aux jeunes filles. On voit des filles qui n'ont plus accès à l'éducation par les impacts, par exemple, du changement climatique. Donc, ça implique le fait de changing perception, changing practice for changing life. Il faut qu'on puisse changer, opérer des changements pour pouvoir impacter positivement la vie des femmes. Et ça passe aussi par les politiques. Pas seulement les politiques nationales, mais les politiques régionales, africaines, voire même mondiales. La CEDEAO avait pris une initiative à travers la charte genre et industrie géo-extractive, tenant compte de ces aspects de transition énergétique. Et ça nécessite des alliances. Une seule organisation, deux mouvements ne peuvent pas porter ce débat, par exemple, de la femme et aussi la transition énergétique. Il faut des alliances fortes qui puissent influencer positivement les politiques et les preneurs de décision en général. Merci beaucoup, madame. Madame Lucie Cabré, 1 minute. OK. Pour ma part, je pense que comme la présidente de PQCVP l'a dit, il faut vraiment créer des alliances, des espaces de dialogue. Parce que quand je prends le cas du Burkina Faso,
Nous n'entendons pas parler chaque fois de cette transition énergétique. Donc, les femmes ne sont pas impliquées. Et comment nous femmes, nous devons arriver à nous intéresser, à nous approprier de ce concept pour pouvoir nous préparer conséquemment à tirer profit de cette transition. Et suivant les discussions qui se sont passées ici hier, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas trop tôt pour nous-mêmes? Ce n'est pas trop tôt pour nous, parce que nous n'arrivons même pas à maîtriser ce que nous avons déjà. On nous demande de passer à une autre étape, alors que l'accès n'est pas facile. Je prends l'exemple du projet Yelen, qui est un projet d'électrification, dont le Burkina Faso a bénéficié. Notre structure a eu à accompagner une ONG sénégalaise, Lumière Synergie Développement, pour accompagner les femmes impactées par ce projet Yelen. Mais j'avoue qu'il y a un village où on a voulu installer des centrales et ça traverse juste le village. Nous avons accompagné les femmes pour demander que ce village-là soit desservi par l'électricité. Jusque-là, pendant 2 ans, elles n'ont pas eu accès à cette énergie. Mais comment on peut comprendre? Vous venez, vous récupérez nos terres, vous implantez votre centrale, l'énergie traverse notre village, mais nous n'avons pas accès. Comment on peut comprendre cela? Donc, il faut de la préparation et il faut renforcer les capacités des femmes là pour qu'elles puissent vraiment revendiquer davantage leurs droits. Merci. Merci beaucoup, madame. On termine avec madame Barry. Et je vous remercie. Moi, je vois ça à 2 niveaux. D'abord, au premier niveau, il faut que les ONG sensibilisent parce que nous, le projet Social Bond, l'étude a prouvé que les quelques personnes qui ont été interrogées ne savent pas ce que c'est que la transition énergétique et des fois même du changement climatique. Donc, il faut sensibiliser les femmes à la base pour qu'elles sachent que la transition énergétique est une urgence climatique et que c'est important parce que s'il y a l'énergie propre et elle profite mieux dans le domaine même de l'éducation des enfants. Parce que s'il y a la télé, par exemple, il y a une étude en Indonésie qui a prouvé que les femmes qui sont informées à la télé mettent mieux les filles à l'éducation par rapport aux garçons. Il y a beaucoup d'autres aspects de la santé et de l'environnement. Si elles sont vraiment convaincues de l'enjeu de se tourner vers ces énergies propres, elles vont adhérer, mais à condition qu'il y ait le soutien des autorités à tous les niveaux et que les femmes que nous sommes dans les organisations, que nous participons à la prise de décision au plus haut niveau. Il ne faut pas qu'on attende, qu'on ne tienne pas compte de la préoccupation des femmes. C'est une femme qui participe à une décision peut mieux comprendre le problème d'autres femmes. Donc, qu'on s'organise à faire participer les femmes aux prises de décision dans les COP, à tous les niveaux où on peut prendre des décisions afin que les autres femmes puissent être informées et profiter du bien fondé d'aller vers les énergies propres. Aux 4 intervenantes. Désolé de vous couper souvent la parole au regard des contraintes de temps. Mais je vais vous demander de les applaudir. Donc, on retiendra de la discussion quelques mots. Discussion, repenser la transition énergétique en tenant compte de l'état des lieux, adapter et sensibilisation. Je vais maintenant donner la parole à la salle. Nous avons 20 minutes, mais je vais utiliser mon pouvoir de modérateur pour donner en priorité la parole à 3 femmes. 3 femmes avant de donner l'opportunité aux autres de parler. Mariam Bak du Sénégal. Au niveau du Mali. Oui, et au niveau de Thérèse. Oui. Je vais de manière discriminatoire donner la parole à ces 3 femmes pour qu'elles partagent en 30 secondes leur petit... Là. Oui, allez-y, allez-y. Oui, allez-y. 30 secondes. Bonjour à tous. Merci, Elie. Moi, la compréhension simple que j'ai de la transition énergétique, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont d'abord déjà affectées
par l'exploitation des opérations minières. Si on prend le cas du Sénégal avec les femmes transformatrices de poissons ou de produits halieutiques, comme l'a si bien dit Mme Aïda Diop, ces femmes sont déjà impactées par l'exploitation minière. Aujourd'hui, ces femmes aujourd'hui, on note beaucoup d'inquiétudes parce que ces femmes aujourd'hui ne maîtrisent pas encore les potentiels ou bien les enjeux de la transition énergétique, alors que les poissons, les produits halieutiques se font de plus en plus rares à cause de l'exploitation du pétrole et du gaz. En termes aujourd'hui de souveraineté alimentaire et que la plupart de nos pays africains sont des pays classés pauvres et que ces femmes aujourd'hui subissent cette pauvreté, comment aujourd'hui la transition énergétique pouvait offrir des opportunités pour un peu prendre en compte les préoccupations des femmes. C'est ça l'enjeu fondamental. Et la réponse est qu'aujourd'hui, la transition énergétique constitue aujourd'hui une opportunité pour la souveraineté économique de ces femmes, surtout avec l'accès en énergie propre. Donc aujourd'hui, nous interpellons les gouvernements. Aujourd'hui, il est inéluctable que nos gouvernements utilisent les ressources fossiles pour un peu utiliser les ressources qui sont issues de l'exploitation des énergies fossiles pour faciliter aujourd'hui l'accès à l'énergie. Et ça, c'est pour le bien-être de toute la communauté. Et également, ça pourrait prendre en compte les besoins des femmes en termes d'accès d'énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer la parole. Merci. 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, comme on l'a toujours dit, les femmes ont besoin d'être informées, d'être accompagnées. Et il faut associer aussi la presse, les médias, pour qu'il y ait une plus grande visibilité, une plus grande information. Les femmes sont marginalisées, comme on l'a dit partout. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Il faut qu'on travaille aussi, qu'on soit solidaire, celles qui sont à la prise de décision, puissent prendre les préoccupations des femmes et inviter les femmes, puisque les femmes déjà pensent que le secteur des mines, c'est le secteur pour les hommes, alors que les femmes ont une très grande importance dans ce secteur. Donc, il faut une très grande vulgarisation de la transition énergétique, et que ce soit au niveau des autorités, au niveau des ONG et au niveau des gouvernements et des groupements de femmes aussi. Merci. Merci beaucoup. Madame Thérèse. Madame Thérèse, non, elle n'est pas dans la salle. Elle est là? OK. Oui, c'est vrai. 30 secondes, s'il vous plaît. Madame Thérèse est du Tchad. Merci, monsieur le modérateur. J'ai apprécié vraiment les débats sur la transition énergétique et surtout posés par uniquement des femmes. J'en suis très fière. Mais je voudrais dire ceci. Nous ne sommes pas au même niveau d'information et de compréhension de ces paradigmes-là. Nous sommes dans le changement climatique. Est-ce que toutes les femmes comprennent déjà le changement climatique avant de migrer vers la transition énergétique? Et donc, moi, je pense qu'il faut une large communication et la communication doit commencer avec les femmes des communautés, qu'elles comprennent d'abord qu'est-ce que c'est que le changement climatique avant de migrer vers la transition énergétique. Et il faut voir tout cela également au niveau des pays. Il y a des pays qui sont aussi en avance dans la réflexion, dans la communication, mais il y a d'autres pays qui n'en parlent pratiquement pas. Moi, je viens du Tchad. Est-ce que même nos politiques en parlent? Je ne pense pas. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller au niveau des politiques et redescendre au niveau des populations, au niveau des communautés, au niveau des femmes. Et je crois que nous, en tant que femmes, nous devons aller à la recherche de l'information. Et si on a de l'information et que nous travaillons avec ces femmes dans les communautés, elles comprendront mieux pourquoi on doit migrer vers la transition énergétique. Et qu'est-ce que c'est la transition énergétique? En ce moment, elles vont se l'approprier. Au cas contraire, comme dans le changement climatique, on dit la coupe de bois, ainsi de suite, le feu de bois font qu'il y a ce changement climatique qui font qu'on n'a pas de pluie, on n'a pas assez de ressources. Maintenant, il faut également qu'elles comprennent quelles sont les conséquences ou les avantages de la transition énergétique. Et je crois qu'à ce niveau-là, on pourrait être au même niveau d'information et permettre également aux femmes de s'impliquer dans les débats.
Et je crois qu'il y a une des présentatrices qui a dit qu'il faut créer des alliances. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on attende dans de grandes rencontres pour venir en parler. Au niveau des organisations féminines, que ce soit du Burkina, de la Guinée, du Sénégal, par exemple, on peut créer même des groupes de discussion et voir à quel niveau tel pays est en train d'avancer dans telle réflexion. Et ça permettrait également aux autres de comprendre, de mieux comprendre et de créer des synergies au sein même de nos populations, au sein même de nos organisations de base, pour pouvoir faire en sorte que les femmes puissent vraiment s'impliquer. Et on m'a coupé. Merci beaucoup. Vos 30 secondes sont largement dépassées. Donc voilà, je crois que même toute la journée, on pourra en parler. Mais on pourrait être avec mes soeurs ou bien même les hommes. Il ne faudrait pas qu'on se mette seulement entre femmes. Il faudrait que tout le monde, nous soyons au même niveau et que nous puissions mener la réflexion pour pouvoir faire en sorte que les hommes puissent nous appuyer dans la recherche, nous appuyer également dans le travail que nous faisons. Merci, monsieur le modérateur. Okay, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je pense que c'est la terminologie. On parle de transition, c'est plutôt, on devrait parler d'accès à l'énergie. On devrait parler d'accès à l'énergie. Je vous explique. Aujourd'hui, les femmes, dans leur... on parle souvent de pénibilité au travail. Comment réduire la pénibilité des femmes au travail? Comment réduire les risques en termes de santé et sécurité? Je prends une femme qui utilise, par exemple, du feu de bois. Il y aura des émissions de gaz qui sont nocifs pour sa santé. Il faut changer le mode de combustion. Il y a des risques qu'elles se brûlent, etc. Les femmes qui font aujourd'hui le poisson fumé, elles ont besoin d'énergie. Le mode d'énergie qu'elles utilisent, il faut le changer. Et justement, la transition énergétique qui est basée sur les énergies renouvelables leur donne une opportunité d'avoir accès à l'énergie. Ça, c'est la première étape. Dans cette opportunité, on va réduire la pénibilité des femmes au travail, on va réduire les risques en termes de santé et sécurité, et ça passera par justement le développement de biodigesteurs, le développement de foyers améliorés, le développement de biocharbon, le développement de plaques, par exemple, pour faire du poisson séché. On n'a pas besoin d'avoir de source d'énergie. Il suffit d'avoir une plaque, le poisson à l'intérieur, la lumière, elle vient, elle est transmise et à ce moment, ça joue son rôle. Ça, c'est facile, mais ça, il faudrait que le CAJUS puisse accompagner un peu les femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, la contribution du monde universitaire. Là, je vais donner la parole à madame qui lève la main depuis longtemps. Oui. Oui, oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Aubrey from Oxfam. I'm wondering, the new EITI standard is advancing quite a bit on gender. It'll be launched at the conference next week. There will be new disaggregated data from companies and state-owned enterprises on the number of women that they're employing. There will be it'll require disclosure from countries and companies of what community consultation has taken place and who was there to honor gender inclusion in FPIC. There will be all sorts of new data coming out about gender in extractives. And I'm wondering how your organizations and Publish What You Pay have historically engaged with some of the data that comes out of EITI on gender, and how these new provisions may help you in your work. Merci beaucoup. Oui, juste à côté. Oui, le monsieur. Thank you. My name is Comrade Taiwo Otitolaye, National Coordinator, Publish What You Pay in Nigeria. The issue of gender in Africa, we have to get down to the basics, get down to the drawing board. Why do I say that? Because our culture in so many places relegates the woman, which is sick,
in my several interventions in communities and across the country, I've tried to talk to women. It's equality. Hello? It's equality. Don't see yourself as playing this second fiddle. So it's about consciousness inbuilt in people. So if you accept, I'm a second-class citizen, it's difficult. So the social behavioral change communications, serious awareness creation, networking, partnering, and at every opportunity, even policy development and advocacy. So we have to get down to the basics, to the rural communities, because in the communities, they believe women do the house chores, housework. So we need, so it's like problem 3 analysis. There are the underlying reasons and factors. So we have to get down. So it's not just what we are talking on the surface. We should do more work. Thank you. Merci beaucoup. Le temps imparti est terminé. Je vais donc retourner sur le panel parce qu'une question a été posée. Le genre dans la norme ITIE et comment les organisations intègrent ces exigences. Je vais donner la parole à Madame Aïda pour répondre brièvement à la question. OSF et ONU-Femmes. Parce qu'on sait que les données qui sont produites dans le rapport de ITIE sont jusqu'ici aussi limitées, il faut le dire, parce que c'est juste des données qui sont désagrégées par sexe selon, par exemple, l'emploi, la masse salariale, mais ça ne permet pas de pousser au niveau, par exemple, de l'impact même réel de ce secteur sur, de manière générale, toutes les catégories de femmes. Et qu'est-ce que nous faisons avec nos organisations et l'appui de ces partenaires? C'est le développement d'un outil, un indice de genre. Et cet indice, aujourd'hui, avec l'appui de ces partenaires dont j'ai cité, est en train d'être développé dans 3 pays, le Sénégal, la Guinée et le Nigeria. Et donc, ça nous permet d'avoir des indicateurs sur différentes composantes. Et je fais un clin d'œil à Lamine Cissé de ACF qui a travaillé au début de la mise en place même de la faisabilité de cet indice de genre dans le secteur extractif au Sénégal, qui a permis d'identifier plusieurs composantes avec des indicateurs qui permettent de suivre la situation des femmes de manière générale dans le secteur. Et cet indice aussi devrait être promu et même intégré comme annexe dans le rapport ITIE parce que ça fournit des informations qui vont au-delà même des données que l'ITIE est en train de désagréger. Et le plaidoyer, c'est qu'on puisse arriver à avoir un indice genre dans le secteur. En Afrique, de manière générale, ça permettrait à chaque pays de pouvoir disposer de cet outil d'aide à la prise de décision, cet outil aussi de communication et de plaidoyer qui permettra de suivre l'évolution des femmes de manière générale. Merci beaucoup pour cette réponse. Juste pour compléter, au niveau du Burkina, en matière de divulgation des données ITIE en lien avec les genres, des sessions de dissémination ont été organisées exclusivement au profit du groupe de femmes. Donc, c'est une expérience qu'on peut partager. Nous sommes à la fin de cette session. Merci beaucoup pour l'attention et mes excuses aussi pour avoir... Je n'ai pas pu donner la parole à tout le monde. Tout le monde ne peut pas parler, je m'excuse. Et je propose que vous puissiez pouvoir poser les autres questions au cours des sessions qui vont venir. Donc, merci et bonne suite. Panélistes qui viennent de finir à temps. Ils ont respecté le temps malgré les mains levées, les exigences.
il souhaiterait donner la parole à tout le monde. Malheureusement, c'est ainsi que fait. Mais je rappelle qu'encore une fois, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de prendre la parole, cette rencontre est juste une intelligence collective. On va organiser des séries d'échanges qui permettront à tout le monde d'aller beaucoup plus en détail sur ces questions-là. Nous ne sommes qu'au début de l'analyse de la notion de transition énergétique. Il y a des préoccupations qui ont été soulevées. Quelqu'un a dit qu'il faut que l'on comprenne de quoi il s'agit d'abord. C'est pourquoi on a fait venir des universitaires comme le professeur Tidjani pour donner leur perspective. On a fait venir des gens qui pratiquent, qui vivent la réalité pour au moins ensemble faire cet équilibre-là. Les partenaires qui accompagnent ces sujets-là. Donc, de sorte qu'ensemble, on puisse avoir un package et progressivement, on va aller le détailler pour que chacun et chacune comprenne en détail de quoi il s'agit. Donc, on continuera les échanges sous d'autres plateformes, de sorte que nous puissions tous avoir la même compréhension de ce que l'on dit ici et de pouvoir définir ensemble nos plans d'action, etc. Donc, ceci dit, nous allons partir en pause pour une trentaine de minutes. Soyons ponctuels. Vous voyez, si on est ponctuel, on finit à temps et on a le temps de vaquer à nos occupations respectives. Et tout à l'heure, on reviendra sur le panel qui va suivre. Je rappelle que ceux qui n'ont pas encore récupéré le remboursement pourront passer au bureau des finances pour pouvoir le faire. Et enfin, ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes, allez-y signer sur les listes pour qu'on puisse avoir vos coordonnées. Je vous remercie. On se revoit dans 30 minutes. Merci.